On est très heureux de constater que vous venez nombreuses et nombreux. Moi, ça me touche beaucoup parce que c'est vrai que je ne sais plus si j'ai eu l'occasion de le dire ce matin à la première heure, mais c'était pas forcément gagné je dirais, de faire un événement autour de la ville, de la construction de la ville, de la pensée de la ville. C'est pas toujours... La bonne preuve, c'est qu'aujourd'hui, il y a très peu de magazines où, finalement, où on aborde ces questions d'architecture de la ville. C'est des thématiques, autant en art contemporain, on le retrouve. On a toujours une page art contemporain, enfin, de moins en moins, mais enfin, quand même, des magazines dédiés, etc. Et c'est vrai que dans l'archi, dans la pensée de la ville, c'est très, très spécialisé. C'est généralement pas très tourné vers le grand public, curieusement. Alors même qu'il y a beaucoup d'actions qui sont tournées vers le grand public, mais on se faisait cette réflexion tout à l'heure de se dire que c'est vrai que la presse ne s'empare pas forcément de ces questions qui pourtant paraissent évidentes puisque vous et moi, on est concernés toutes les 5 minutes par la pensée de la ville, par cette construction de la ville. Et donc, quand j'ai proposé qu'on installe ce rendez-vous en parallèle à la programmation d'un été au Havre, c'est vrai qu'on se disait peut-être qu'on prend le risque qu'il n'y ait pas grand monde et bon, on verra bien ce que ça donne. Et le fait qu'on ait dû refuser des personnes ce matin à la jauge me fait de la peine pour ces personnes, mais me fait un peu plaisir quand même, j'avoue, parce que sur un sujet qui, a priori, n'est pas le plus... voilà, on ne ferait pas une Star Academy de l'urbanisme. Je constate que vous êtes là, attentif, intéressé, et ça me fait vraiment très chaud au cœur. Et surtout, ça me permet de partager avec vous, j'ai appelé ça laboratoire des formes urbaines, parce que c'est vrai que les artistes se nourrissent des réflexions qu'on établit ici, qu'on expose pour penser leurs œuvres à eux dans le contexte du Havre. Donc, c'est aussi montrer une forme de l'envers du décor. Là, on va aller dans l'endroit du décor, enfin, en tout cas, on va aller dans cette ville en mouvement avec Maxence Gourdeau-Montagne qui va nous parler des projets d'un acteur que vous connaissez pour les Havraises et les Havrais, c'est Logé aux Seines. Pourquoi j'ai invité Maxence? Parce que pour moi, évidemment, en arrivant, on va dire, il y a presque 3 ans maintenant, quand même, sur sur cette mission et ce travail que j'essaie de faire au mieux pour la ville, j'ai rencontré un certain nombre d'acteurs, j'en rencontre encore beaucoup, et j'ai trouvé que le discours que portait Maxence, ce que faisait Logé aux Seines, allait quand même dans le sens de ce qui me paraissait être plutôt bien. Et donc, je lui ai proposé de nous dire quelques mots sur ces programmes. Euh, pour situer, je crois qu'on va partir pas très loin de la gare, juste en face, enfin quoi, dans une rue qui est juste en face de la gare, l'allée Aimé Césaire. Vous savez qu'on a maintenant l'œuvre d'Isabelle Cornaro sur la façade de la gare, qui, on l'espère, dès qu'il va faire beau, va rebriller de 1000 feux. Donc cette œuvre qui est un hommage évidemment aux vitraux de Saint-Joseph, qui permet de faire de la gare cette gare qui n'était pas toujours très joyeuse, en tout cas qui devient comme ça quand on arrive à un truc assez beau, surtout en fin d'après-midi quand le soleil se couche. Et puis on a l'autre œuvre d'Isabelle Cornaro qui a été installée pendant les Journées du patrimoine et qui est cette flèche de Perret, de Saint-Joseph, en bronze. C'est un bronze pour ceux qui se posent la question parfois. Donc là, sur le parvis de la gare, c'est bien un bronze. Et c'est la première œuvre de la collection permanente d'un été au Havre qui est mouvante. C'est-à-dire que potentiellement... si on le décide, on peut la déplacer et l'installer dans un autre endroit. Donc c'est une œuvre pérenne, mais en mouvement. Et vous savez, ou pas, mais en tout cas, j'ai voulu que ces éditions d'un été au Havre soient sous-titrées l'art dans la ville, l'art parcourt la ville. Et cette œuvre, c'est presque un vrai objet qui est destiné à parcourir la ville. Elle est pensée pour être soulevée et installée dans d'autres endroits. Pourquoi? Parce que c'est une ville qui bouge, on l'a vu, Max nous en a beaucoup parlé tout à l'heure, et l'allée Aimé Césaire, pour moi, c'était vraiment un symbole de cette mutation de la ville. Donc, mon cher Maxence, je te laisse à l'entrée de la rue de l'allée Aimé Césaire, et je reste avec toi si tu souhaites qu'on échange autour de cette allée, et j'imagine que tu as beaucoup d'images à nous montrer. Merci Gaël. Alors, avant de rentrer dans l'allée, Ok. on est encore en phase un peu digestive et on va parler en introduction de logement social. Je suis désolé, ça va être... J'espère qu'on va rendre ça un peu dynamique, sachant qu'aujourd'hui, je le rappelle, on est le 1er février 2024, c'est les 70 ans de l'appel de l'abbé Pierre, le 1er février 1954, pour les sans-logis.
à l'époque, et la Fondation de l'Abbé Pierre qui rappelle aujourd'hui les conditions du logement. En tout cas, je vous invite à le regarder. C'est intéressant. Alors, Métamorphose, on est invité aujourd'hui à cet événement sur le temps de l'hiver qui est au Havre un moment particulier, hein, puisque il y a une vraie forme d'hibernation au Havre. La ville est divisée ville haute, ville basse, mais aussi ville d'été et ville d'hiver. Et l'intérêt de cette hibernation pour nous, c'est de s'arrêter un petit peu dans nos activités, de prendre le temps, de réfléchir et de se poser la question des choses qu'on fait et pour penser la ville de demain. Et je suis, pour cette raison, ravi d'être là. Alors, l'art dans la ville, le sujet est posé. On va, nous, de notre côté, commencer par la fin, par la ville, la fabrique de la ville. C'est ça qui nous occupe, qui nous préoccupe. La ville, ceux qui la font, mais aussi ceux qui l'habitent. C'est très important. Du point de vue d'un bailleur social, je l'ai dit, logé au Seine, et avec un exemple, une illustration de ce que c'est, de ce que peut être, en tous les cas, la fabrique de la ville, qui est cette fameuse allée Césaire devant laquelle on s'est arrêté avec Gaël. Alors, pour commencer, se présenter, logé au Seine, qu'est-ce que c'est? Un bailleur social qui est présent sur tout l'axe Seine, Le Havre, Rouen, Paris, une Seine qui déborde un peu de son lit puisqu'elle va au nord jusqu'à Dieppe et jusqu'à Caen au sud-ouest avec, je ne sais pas si ça vous parle, mais un peu plus de 25 000 logements qui sont gérés, ce qui est quand même assez conséquent. Et je profite que nous soyons au Havre pour faire une parenthèse qui me semble en tout cas importante et intéressante. On est ici dans la ville qui a vu naître le concept du logement social avec un monsieur qui s'appelle Jules Siegfried. Jules Siegfried, qui était un entrepreneur, businessman, success story venu de Mulhouse, est arrivé au Havre. Il faisait de la négoce du coton. Et comme l'a bien dit Max Yvetot lors de sa présentation, fin du 19e siècle, c'est la révolution industrielle, le port est très actif, la ville se développe à toute allure, et le corollaire de ça, c'est le mal logement, la difficulté à se loger, c'est les taudis, c'est toute cette ville qui a du mal à suivre l'activité économique. Et il y a c'est l'époque des philanthropes, plusieurs personnes qui se posent la question de comment faire pour résoudre ça. Et le 30 novembre 1894, la loi Jules Siegfried est promulguée à l'Assemblée nationale et donne naissance au HBM, qui est l'ancêtre des HLM. Les HBM, c'était les habitations à bon marché, qui sont devenues les habitations à loyer modéré en 1953, et qui est vraiment l'ancêtre de ce que c'est que le logement social aujourd'hui en France, ce modèle qui est très particulier, qu'on retrouve en tout cas de manière très différente dans d'autres pays, et je pense dont on peut être fier, et qui, vous le verrez, en tout cas j'y crois très fort, permet d'agir concrètement sur la ville. Autre petite anecdote, ce même Jules Siegfried a inventé à la même époque, à l'occasion de l'inauguration de l'exposition universelle, le musée social. Et le musée social, c'était le premier think tank français, donc premier laboratoire de forme urbaine et sociale, qui après a eu de beaux jours derrière lui. Voilà pour la parenthèse, pour introduire mon propos et continuer sur donc, l'intervention de Logé au Seine sur l'allée Aimé Césaire. Donc j'ai dit que Logé au Seine était un bailleur social. En réalité, c'est faux. Logé au Seine n'est pas un bailleur social. C'est un abus de langage. Et les mots sont importants. Les mots ont un sens. Logé au Seine est une ESH. Une ESH, c'est une entreprise sociale pour l'habitat. Entreprise sociale parce que c'est d'abord l'entreprise qui est sociale et non pas le logement. Et ça, c'est important. Une entreprise sociale qui est à but non lucratif, qui est d'intérêt général et qui a un mode de gouvernance très particulier auquel plein d'acteurs sont associés.
c'est ce qui lui donne cette tonalité et c'est ce goût pour des interventions en lien avec toute la dimension sociale. Pour l'habitat, parce que l'habitat, ça va un peu plus loin que le logement. L'habitat, c'est quand on sort de chez soi, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est vraiment c'est considérer que l'endroit où on habite ne se limite pas à son seul appartement. D'ailleurs, dans le langage courant, c'est classique, quand on dit « tu habites où ?» on ne dit pas « j'habite au 139 cours de la République ». On dit « j'habite au Havre, j'habite à Coquery, j'habite dans tel quartier ». Donc ça veut bien dire que derrière, il y a cette idée qu'habiter quelque part, c'est habiter un environnement. Et avec toutes les composantes qui sont intégrées. Et ça, quand on est un acteur de la fabrique de la ville, c'est important de l'avoir à l'esprit, puisque notre intervention ne doit pas se limiter à fabriquer, produire des appartements, des murs avec un logement, mais d'intervenir plus largement pour offrir une qualité d'habitat. Alors, comment ça marche tout ça pour l'OGEO, encore une fois, ça n'est qu'un exemple, et on va le retrouver dans l'allée Aimé Césaire. Il y a une sorte de paradigme, une méthode qu'on s'est donnée à nous-mêmes et qui a été formulée, conçue par Jérôme Jacques, qui n'est pas là, qui était présent hier soir, qui permettent d'y voir un peu plus clair sur les endroits, nos champs d'intervention. La ville de demain, on est en plein dedans aujourd'hui avec Gaël. L'habitat augmenté, qui est, je vais en parler, le travail pour tous et le lien social. Alors on va commencer par le premier, la ville de demain. On reprend un peu les images qu'on a vues avec Max Yvetot. Et le fait d'intervenir sur une rue, une allée, donc c'est vraiment la création d'une nouvelle rue, n'est pas anodin. C'est quand on parle d'intervenir sur la ville, c'est pas tous les jours qu'on a la chance de créer une nouvelle rue. On parlait de métamorphose, du Havre qui a été une première métamorphose quand elle est née, deuxième métamorphose à l'occasion de la reconstruction. Alors j'aurais pas la prétention de dire que c'est sa troisième métamorphose, mais malgré tout, de participer à la création d'une rue, c'est pas rien. Il faut imaginer qu'il y a une quinzaine d'années, ici, c'était du bâti, donc ça n'existait pas, qui était très dégradé. Et la ville, en lien avec une concertation qui avait lieu sur la place d'Anson, a décidé de désenclaver cette place, d'ouvrir la ville en créant une véritable percée qui relie la gare qu'on trouve ici, en attendant la ligne nouvelle Paris-Normandie qui un jour arrivera, pour pouvoir vraiment entrer sur cette nouvelle place qui bénéficie de nouveaux espaces verts, d'un équipement culturel qui est le Paul Simon Veil, d'une auberge de jeunesse, etc. Sachant qu'avant, pour ceux qui ne le savent pas, c'était la prison du Havre qui était ici. Donc il y a vraiment la volonté d'agir pour transformer, redynamiser tout un quartier. Et à cette occasion, la ville a lancé un appel à projet pour des opérateurs, alors plutôt des promoteurs, qui un peu classiquement, pour pouvoir proposer une opération immobilière à cet endroit-là. Et l'OGEO Seine a répondu, ce qui n'était plutôt a priori pas son champ d'intervention classique, et a remporté cet appel à projet avec cette allée Aimé Césaire, qui est un projet un peu complet, en tous les cas qui illustre mon propos, d'avoir une intervention sur l'habitat, donc la plus globale possible, avec des logements en partie haute, des logements de qualité, des logements qui sont composés à la fois de logements collectifs, puisqu'on a 2 immeubles de part et d'autre de l'allée, et au milieu, c'est des maisons individuelles. Ça, ça paraît un détail, mais c'est important de se dire comment nous, acteurs de la ville, on peut arriver à la rendre plus désirable. Il y a un vrai enjeu. Alors, dans la première introduction, il y avait cette idée sur la métropolisation que c'est pas une fin en soi. Pour autant, c'est quand même un mouvement très fort qui arrive, et l'exode urbain post-Covid est, je suis désolé de vous le dire, un mythe. Ça n'existe pas.
les études, il y a des études qui ont été faites et le phénomène reste des mouvements métropolitains. Par ailleurs, on voit les lois qui arrivent comme la ZAN, donc je ne sais pas si vous êtes familier de ça, la zéro artificialisation nette qui, pour le dire autrement, tend à arrêter de construire sur des espaces aujourd'hui vierges et de se dire comment on peut construire la ville sur la ville et la rendre plus désirable, qu'on ait envie d'habiter en ville. Et il y avait cette idée de se dire, le pavillon individuel, la petite maison individuelle, pourquoi on ne la ramènerait pas dans la ville? Et ça, on l'a rendu possible sur ces plots avec des petites maisons individuelles. Et la chose qui, je pense, est très importante, peut-être la plus importante, c'est la question de l'animation. Mais animation au sens noble du terme, de l'âme, quelque chose qui est vivant, qui permet de faire vibrer. Et l'animation, c'est rendu possible par des commerces, par des pieds d'immeubles qui sont de qualité, qui sont ouverts, qui permettent de créer de la vie et du flux. Et pour ça, on a proposé à la ville, à l'époque, de créer un appel à candidature pour identifier des porteurs de projets et des commerces qui pourraient s'installer sur cette rue. Alors là, on voit le jour où ça a été... quand ça a été livré, avant l'arrivée des commerces, mais effectivement, il y a des cases commerciales vides. Et c'est ainsi qu'on a pu avoir une brasserie, aujourd'hui, qui est présente, un magasin de produits locaux. On a une caviste qui est arrivée il n'y a pas très longtemps. On a une galerie du livre imprimé qui s'appelle Hatch, qui est magnifique. Si vous avez l'occasion, pour ceux qui reprennent le train, de faire un petit crochet avant de partir, vous allez trouver des merveilles là-bas. Une boulangerie, un bar à bière pour les étudiants et un tiers-lieu opéré par l'OGEO, dont je vais vous parler tout de suite. Gaël, n'hésite pas à m'arrêter si tu as des... Non. Parce que j'ai dit qu'on allait faire un... Oui. Ah ben non, mais attends, d'abord, j'apprends plein de trucs, donc moi, je préfère écouter. Et non, quand tu disais, effectivement, la ville est demandeuse d'habitation, c'est sûr que dans l'imaginaire, parfois entendu, on se dit la petite maison de campagne à l'extérieur de la ville, c'est formidable, mais on sait que malheureusement, l'impact écologique de ce mode de vie-là, il est compliqué et que c'est vrai que malheureusement, ou heureusement, en tout cas, la réalité voudra qu'effectivement, on soit obligé de plus construire en ville, en tout cas de plus habiter en ville, parce que ce mythe, ce rêve de la maison de campagne à l'extérieur est compliqué d'un point de vue énergétique, de différents points de vue. Et donc, ce n'est pas forcément par gaieté de cœur, je dirais, qu'on fabrique de la ville, même si c'est évidemment, on le voit, un sujet passionnant, mais c'est aussi parce qu'il y a une réalité écologique derrière et que ça s'impose à nous. Donc, je referme juste cette parenthèse parce que c'est vrai que c'est pas c'est des données qu'on ne peut pas vraiment contourner. Exactement. Pour aller plus loin, donc je vous ai dit qu'il y a ce tout au bout, on voit, il y a un espace vide, 300 mètres carrés, qui est occupé par l'OGEO Seine, qui s'appelle Access, dont je vais vous parler, et qui participe. Alors, effectivement, là, on voit en coupe l'allée Aimé Césaire dont je vous ai parlé, les petites maisons duplex avec les immeubles d'habitation, je ne vais pas m'y attarder. Et le caractère animé qui est important, on voit le contraste avec la photo précédente d'un bâtiment livré, et là d'un bâtiment vivant, puisque la ville, rappelons-le, ça n'est pas que de l'infrastructure, ça n'est pas que du hardware, c'est aussi du software, c'est aussi des gens qui y habitent. Et c'est ça qui fait ville. Et nous, notre job, une partie de notre job, c'est de créer les conditions pour rendre ça possible. Et là, je trouve qu'on le voit bien avec du mouvement, du flux, des personnes qui sont là. La traversée au loin, on voit le pôle Simone Veil. En tout cas, on est vraiment dans cet état d'esprit pour le travailler et la diversité des commerces qu'on peut trouver à cet endroit-là. Derrière la ville, c'est la question de l'habitat. L'habitat qu'on appelle augmenté. L'habitat, c'est le logement dont on pousse un peu les murs. Et là, qu'on distingue un peu avec il y a trois composantes qui participent de l'habitat. L'habitat, c'est quoi? C'est des espaces, des équipements et des services. Des espaces, c'est très simple. On le voit bien, son appartement, etc. Mais il y a aussi à l'intérieur une machine à laver, il y a une cuisine, des équipements. Et des services, c'est tout ce dont on a besoin pour vivre. La poste en bas de chez soi, envoyer du courrier,
aller boire un café, etc. Quand on parle, nous, d'habitat augmenté, on considère on agit sur ces 3 points et qu'on vient résoudre des manquements sur ces 3 points. Sur les espaces, il y a un rapport qui est sorti en 2021 qui s'appelle Girometti-Leclerc qui dit que depuis 10 ans, les logements qui sont construits en termes d'espace réduisent en qualité. Il y a moins d'espace, les plafonds sont plus bas, l'ensoleillement est moins bon. Et ça a été, dans la profession, une sorte de sonnette d'alarme, mais on est en 2024, on veut rendre la ville plus désirable, etc. Et finalement, ce qu'on propose, c'est des espaces moins qualitatifs. Donc il y a vraiment un enjeu pour nous de se dire, attention, redonnons de la qualité sur les espaces. Derrière, les espaces, il y a des espaces des fois qu'on ne peut pas avoir aussi dans son appartement. Un bureau, l'espace, ça a un coût. C'est qu'on l'achète ou qu'on le loue. Si on ne l'utilise pas tous les jours, des fois, ce n'est pas forcément nécessaire. Donc, à voir comment aussi on peut proposer des espaces complémentaires, partagés, mis en commun à travers des solutions. C'est la même manière pour les équipements et les services. Finalement, on n'a pas forcément besoin et envie d'avoir une machine à café qui fait des Nespresso plus ou des cappuccinos. Par contre, d'avoir ça en bas de chez soi, ça peut être pas mal. Et là, je prends l'idée de la machine à café, mais il y a des choses qui sont peut-être plus prégnantes. Si on regarde, on en a de moins en moins besoin, mais faire une photocopie, on n'a pas tous une imprimante, et tant mieux qu'on n'ait pas tous une imprimante. Par contre, comment on peut avoir accès occasionnellement à un endroit où on peut imprimer sans que ce soit forcément ni très compliqué, ni très coûteux. Et c'est ces solutions-là, chez Logeo, qu'on habite. Donc là, on le voit sur la qualité des espaces, avec la question des duplex, de l'ensoleillement qu'on peut proposer dans le cadre de cette opération sur l'allée Aimé Césaire. On voit aussi le fait d'avoir un peu d'extérieur sur des coursives. Là, on est de l'autre côté. Pareil, de l'allée. Donc ça, c'est agir directement sur les espaces dans le cadre de l'opération, où on voit ici les volumes qui sont représentés. Et la création, pour aller plus loin et un peu résoudre ce triptyque d'espace, équipement, service, d'un lieu dédié qui va vraiment, pour le coup, pousser les murs de son appartement et qui s'appelle Access. Donc c'est 300 mètres carrés, Access, qui est sur l'allée Aimé Césaire, qui est un prototype, puisque l'idée derrière pour Logeo, c'est de développer ces lieux et qu'il y en ait finalement une petite dizaine à l'échelle de l'Axe Seine dont je vous présentais, à l'échelle de 25 000 logements, qui est une manière de réinventer la proximité, le lien avec les habitants Logeo, mais aussi les habitants tout court, les habitants, puisque quand on est dans la rue, qu'on descend pour acheter une baguette de pain, on ne te demande pas si toi tu es un habitant Logeo ou pas. Ça, c'est pas écrit sur soi. Donc, il faut s'adresser à tout le monde. Et donc, on a conçu ce lieu-là qui est divisé en 3 parties. Tout à gauche, un espace de coworking qui est gratuit avec une trentaine de places, des ordinateurs, une station de travail, etc. Au milieu, un café, le café-restaurant qui est ouvert toute la journée. Et à droite, une salle d'événements, d'activités qui à la fois peut être ouverte sur l'ensemble et permet d'avoir un lieu complètement ouvert, mais qui peut également être fermé hermétiquement et dans laquelle on peut retrouver soit une partie événementielle qui permet d'équilibrer le modèle économique de tout ce bazar, mais aussi d'accueillir des activités de quartier de type yoga, de type... il y a des cours de chinois en ce moment, il y a des assistantes maternelles qui s'occupent d'enfants. Bon, bref, c'était vraiment en fonction des besoins qu'on peut retrouver dans le quartier. On y avait fait une présentation avec Isabelle Cornaro en septembre. J'ai même les photos. Ah bah voilà. De là, dans le truc ? Ah bah d'accord. Exactement, mais exactement. C'est-à-dire que ça se prête dans cet espace-là d'accueillir tout type d'activités. Et quand il y avait cet artiste donc, qui avait fait son œuvre sur la façade de la gare, juste à proximité, ça semblait naturel de venir ici et de faire cette présentation. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais le type de service qu'on peut retrouver, la photocopie, la petite cabine pour pouvoir téléphoner, faire des visios tranquilles, les impressions, tout ça est gratuit.
et c'est important de le noter. Et pour les habitants de Logéo, plus spécifiquement, puisqu'on s'adresse aussi à eux, la possibilité de payer son loyer directement en carte bleue, de répondre à des questions d'ordre technique, l'ampoule qui est grillée. En fait, c'est une sorte de loge de gardien 2.0 quelque part. Vous faites pas encore le loyer en plusieurs fois, en 4 fois sans frais? Tout se négocie. Là, il y a les carottes cakes, là. Ouais, exactement, l'espace central avec l'offre de restauration. Alors, ce qui est à noter, je regarde l'heure en même temps pour être sûr d'être dans les clous, mais tu avais raison, ça passe plus vite que prévu. C'est que Logéo Seine opère en direct ce lieu, ce qui est plutôt rare, puisque un opérateur de l'immobilier, la tendance veut que j'ai cette idée, je vais confier ce lieu à quelqu'un qui sait faire. C'est normal, c'est logique, ce n'est pas un bailleur social qui va s'occuper de faire des carottes cakes, quand bien même ils sont très bons. Et bien là, le parti pris, c'est de se dire, on veut avoir la maîtrise de l'offre totale, que ce soit du prix, que ce soit de la qualité des produits. Et donc, on va s'y coller, on va monter alors même pas une structure, parce que c'est vraiment internalisé, mais une équipe, ouvrir un compte chez Métro, et c'est pas facile quand on est bailleur social avec un numéro de SIRET que le directeur de Métro, il comprend pas que ça marche pas pour ouvrir un compte. Voilà, toutes ces choses, créer une carte. Métro, c'est un grossiste pour l'alimentaire, hein, je précise. Exactement. Pour ceux qui ne seraient pas des professionnels du débit de boisson ou de la restauration. Merci, c'est exactement ça. Donc, on rentre vraiment dans ce détail-là, effectivement, de problématiques CHR, c'est-à-dire le monde de la restauration, puisqu'on est confronté à ça. Mais c'est ce qui nous permet, je pense, d'être au plus précis des services qu'on peut apporter avec ce projet. Je vais accélérer un peu pour ne pas perdre trop de temps. Là, on voit l'illustration de cette salle qui s'ouvre et qui se ferme, qui est modulable. Et on arrive sur le troisième item qui est le travail. Le travail qui est illustré dans ce projet avec un coworking, 30 places, gratuit, qui marche très fort, hein, qui est très fréquenté aujourd'hui. Pourquoi on fait un coworking quand on est Logéo Seine? Alors ça, c'est lié à l'ADN de l'entreprise. Logéo Seine, c'est une filiale d'Action Logement. Pour le dire en bref, Action Logement, c'est l'héritier du 1% logement. C'était à l'époque de la reconstruction, c'est la participation des employeurs à l'effort de la construction qui prévoyait de 1% de la masse salariale pour aider à la reconstruction et aider les salariés à pouvoir mieux se loger. Il y a eu tout un tas de réformes. Logéo Seine est issu aussi de tout un tas de fusions. Et c'est ce qui fait qu'il y a comment dirais-je, quelque chose de très fort pour Logéo sur le lien emploi-logement. Et faire un coworking, en gros, c'est offrir un espace de qualité adapté pour des gens qui peuvent être des professionnels en mobilité, que ce soit des étudiants, des artistes, des porteurs de projets, des gens qui sont juste en vadrouille dans la ville. Donc, c'est vraiment lié ça à l'ADN de Logéo Seine. Voilà, Action Logement qui propose tous ces services aux salariés. Et pour terminer, the last but not the least, le lien. Le lien social, c'est ce que je disais en introduction, c'est le côté humain. C'est-à-dire qu'on intervient avec un projet comme celui-là sur du bâti, sur des objets, mais comment on anime tout ça. Et là, le Carrot Cake, en tout cas le restaurant, c'est le café, quelque part, c'est vraiment l'endroit où on peut se retrouver. Hein, il y a des études qui montrent que la solitude qui est très présente, en tout cas les chiffres montrent qu'il y a un grand taux de solitude en France. Pour contrer, les lieux où on retrouve les gens les plus seuls sont les commerces. Et les commerces et souvent les cafés. Et derrière, il y a cette idée que c'est un endroit finalement ouvert à tous, on peut y aller, et qui reprend un peu cette fonction historique du café de la place du village, où finalement, il peut se passer des petites choses, des petites interactions, mais c'est déjà quelque chose. Alors là, Gaël va me dire... Et l'art dans tout ça? Et l'art dans tout ça. L'art, je me suis dit, il y a ces 4 composantes de Jérôme Jacques. Comment je vais faire rentrer l'art dans tout ça? Heureusement, à Access, il y a de l'art et c'est important. Il y a des expositions, une exposition permanente. Là, vous voyez les dessins d'Alexandra Laffitte qui est dans la galerie juste à côté, la galerie Hatch,
qui sont toujours présents, mais on accueille aussi des expositions. On a eu une exposition photo de Nicolas Portnoy, Isabelle Cornaro qui a fait sa présentation avec Gaël en été, donc dans ce cadre-là, qu'on peut voir. Mais aussi, plus largement, on voit ici, donc là, j'en ai juste en face d'accès l'œuvre d'Evor qui s'appelle Volubile pour aimer, ou celle d'Isabelle Cornaro. Mais ça, c'est une œuvre de coup qui a été financée par l'OGEO Seine. Sur toutes les opérations de l'OGEO, il y a une œuvre d'art qui est présente. Et parce qu'il y a cette idée derrière que l'art contribue, et je vais faire vraiment très vite, mais à ces 4 items rentre en tout cas, permet d'apporter quelque chose de supplémentaire sur les 4 composantes que j'ai évoquées. Donc, ce qui nous fait finalement une sorte de pentagone, hein, si on rajoute l'art dans tout ça. Et quand on a ça, comment on fait pour le faire travailler ensemble? Donc, nous, on a chez l'OGEO un outil qu'on a inventé qui s'appelle le 139, qui est un lieu qui nous permet de penser. C'est une chose, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, mais aussi de fabriquer, derrière de réaliser l'habitat de demain. Le 139, on le voit ici, il est situé au 139 cours de la République. C'est le siège social de l'OGEO Seine, mais c'est surtout un rez-de-chaussée dans lequel on trouve un espace de coworking, comme à Access, une salle d'activité, comme à Access, une résidence pour les porteurs de projets du territoire. D'ailleurs, on cherche des porteurs de projets. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous manifester et à postuler. Et surtout, c'est un think tank sur l'habitat. Donc, quand j'ai vu laboratoire de forme urbaine, je me suis dit, mais Gaël a piqué notre nom. Mais non, je ne me suis pas dit ça. Je me suis dit, c'est extrêmement complémentaire. En tous les cas, cette idée d'avoir un outil qui nous permet de prendre du recul et de se dire comment on peut réfléchir, penser collectivement la ville de demain sur différents sujets qui nous occupent, nous. Alors là, on a fait un sujet sur la paille avec un monsieur qui s'appelle Philippe Madec, construction paille. On a reçu Francis Allais qui est venu nous parler des arbres, les arbres dans la ville. C'était passionnant. Ou la question des communs. Où on a fait tout un cycle autour de ça. On a même eu, en 2022, Jean Blaise, hein, qui est là, on avait la primeur de la dénomination de l'art dans la ville, sur en tout cas cette question qui nous occupe et nous préoccupe beaucoup. Et je souhaiterais conclure, pour rester dans les temps, par une petite citation de Evor, qui est l'artiste qui est intervenu sur l'allée Aimé Césaire avec cette forme totem végétale qu'on a vue et qui me semble bien inspirante. Je dispose les plantes selon les besoins de chacune en matière de luminosité, bien sûr, mais c'est avant tout du bricolage. Je teste, j'expérimente. Je dirais que ce qu'on fait, nous aussi, c'est beaucoup du bricolage. On teste, on expérimente et on essaye de trouver la lumière. Merci. Si vous souhaitez avoir un logement chez l'OGEO, vous venez nous voir à la fin. On a des petites maisons. Justement, tu n'as peut-être pas dit, et c'est une question que je te pose vraiment sincèrement parce que je l'ignore, quelles sont les conditions d'accès au logement? C'est réservé à des conditions de revenus? C'est en fonction de ta feuille d'impôt? C'est très réglementé, c'est effectivement lié aux conditions de revenus. Après, il y a différentes typologies de logements qui s'adaptent aux différents types de situations. Et c'était l'objet d'ailleurs un peu de l'annonce de Gabriel Attal sur la loi SRU qui veut déplacer le curseur pour que les communes qui doivent accueillir 25% de logements sociaux puissent avoir dans cette fourchette-là davantage de logements destinés à des revenus intermédiaires qui ont une qualité mais qui ne remplacent pas une demande urgente qui est des ménages qui n'ont vraiment pas les moyens de se loger. D'accord, c'est très clair. Est-ce qu'il y a des questions pour Maxence ? Quelqu'un qui habite chez l'OGEO et qui a une fuite dans sa salle de bain, c'est le moment aussi. Pas de questions. Moi, je trouve qu'elle est, sincèrement, je donne un avis vraiment personnel, mais je trouve qu'elle est vraiment très réussie, cette allée Aimé Césaire. D'abord, la qualité extérieure.
qui n'est pas toujours le cas dans le logement social. Je ne peux pas juger de la qualité intérieure, mais ça a l'air... quand je vois ce qui commençait chez Access, j'imagine que c'est aussi de qualité dans les logements. Et plus globalement, Métamorphose, c'est aussi, et cette présence des artistes, c'est aussi montrer, et je crois que vous le faites assez bien, que les formes sont pensées. Je l'ai déjà dit ce matin, mais un toilette, c'est pensé. Un bar où on vend du carrot cake, et je dis ça parce qu'il est très bon, mais c'est pensé aussi. Et mine de rien, cette générosité des formes, moi, par exemple, pourquoi est-ce qu'on est ici au Fitz? C'est pas parce que c'est ni meilleur, bon, certes, c'est une très grande star de l'architecture, mais ce lieu est extrêmement bien pensé en termes de proximité. C'est grand et en même temps, c'est la bonne distance. Et en fait, ces formes-là, elles sont d'abord sur des plans, mais elles sont d'abord dans la tête de gens qui réfléchissent et qui se demandent comment est-ce qu'on peut faire au mieux en fonction de situation. Et on oublie souvent que ces formes sont pensées. Et donc, on les subit alors même qu'il s'agit de les créer, en fait. Et donc, on n'imagine des fois pas à quel point, si vous passez chez Access, toutes ces choses, les chaises, les tables, les luminaires, les textures, les couleurs, et puis tout ce que tu as décrit, derrière, il y a des ingénieurs, il y a des designers, il y a des gens qui ont fait des études d'art plastique. Je dis ça parce que notre classe d'art plastique est parmi nous. Enfin, je dis notre classe qui était déjà présente l'année dernière. Il m'a semblé reconnaître l'enseignante tout à l'heure, qui est quelque part, je ne la vois pas, mais bon. Et donc, voilà, ça s'apprend. Penser des formes, ça s'apprend. Tout le monde n'est pas artiste. Il faut arrêter avec cette légende urbaine. Tout le monde ne peut pas se déclarer artiste. C'est un apprentissage de formes. C'est des formes qui, parfois, peuvent rester totalement dans une sphère artistique et parfois atterrissent dans du bien commun, dans du design, dans la manière dont on va dessiner, dont on va prêter attention à une table, une chaise, un canapé, un aliment, à la manière dont on cuisine, etc. Et cette attention-là, à mon avis, est une des clés pour imaginer le monde de demain. C'est parce qu'on a délaissé ces formes-là aussi qu'on a laissé faire un certain nombre de choses qui sont des petites violences quotidiennes qui se transforment en isolement, ce que tu décrivais, qui se transforment en solitude, qui se transforment en mon voisin, il est probablement dangereux, l'étranger, je ne le connais pas, il est forcément menaçant. Et puis au bout d'un moment, on est dans une espèce de vision comme ça, complètement paranoïaque, alors même que quand on fait une forme, c'est pour la partager en réalité. Donc ce que tu dis là, c'est que ça, c'est que tourner vers un bien-être, un usage, un partage. Et j'ajouterais que, et j'espère que c'est ça, en tout cas c'est le sens de mon intervention et du message que je veux faire passer, c'est qu'on a la chance aujourd'hui en France d'avoir ce modèle du logement social qui permet d'avoir des acteurs qui ont un impact fort, puisque 25 000 logements, c'est quand même pas rien quand on agit là-dessus, avec une entreprise privée, mais qui est à but non lucratif, dont les bénéfices qui sont tirés de ces opérations servent à financer les opérations suivantes et qui permettent d'être beaucoup plus, je veux dire, souples sur les attendus économiques, la rentabilité des opérations, et ça rend ça possible. Et la deuxième chose, c'est que l'immobilier, la ville, la transformation de la ville, ça se fait sur le temps long. Et un promoteur, quand il fait une opération comme ça, et je ne sais pas pour dénigrer, mais c'est pour comprendre la mécanique derrière, il sort son opération et il s'en va, il va en faire une autre. Et c'est très bien. Une entreprise comme Logeo, elle sort une opération comme ça, elle reste propriétaire sur le temps long, elle accompagne toute l'opération. Les commerces qui sont présents sur l'allée, ils ont le même bailleur avec qui ils ont signé aujourd'hui et dans 10 ans et dans 15 ans. Et donc, peut y avoir vraiment une forme de relation de confiance qui s'installe et de faire évoluer ensemble les dysfonctionnements parce que tout ne marche pas, et ça, c'est sûr, comme prévu. Voilà, c'est vraiment la petite particularité qui, je pense, est intéressante à noter et qui est vraiment liée à notre modèle français du logement social. Merci beaucoup, Maxence. Merci infiniment.